pour cette rencontre, donc cette nouvelle rencontre, qui s'inscrit dans le cadre de ce partenariat entre la bibliothèque et les éditions. Alors, donc, voilà, ce soir, on se retrouve pour ce livre de Max Bonhomme, tiré de sa thèse soutenue en 2020. Je crois qu'à ce moment-là, nous étions sur Zoom, si je me souviens bien, puisque j'ai eu la chance de primeur de lire votre travail dans sa version de soutenance, thèse soutenue à l'Université de Nanterre, sous la co-direction de Christian Joschke et de Rémi Labrusse. Je dis ça parce qu'en fait, c'est aussi une façon de préciser que les éditions de la Sorbonne ne publient pas que des travaux soutenus à l'Université Paris 1 par la Sorbonne, mais dans d'autres universités, on est très, très ouvert. Voilà. Et donc, ce soir, nous allons discuter sur ou autour de ce livre avec Max Bonhomme, qui, d'ailleurs, je le précise, est en ce moment même commissaire d'une exposition qui s'appelle Couper, coller, imprimer. Au fond, on est déjà un peu, encore dans le même sujet, mais pas tout à fait de la même manière, sur du photomontage politique au XXe siècle. C'est une exposition qui brosse plus largement la question et qui a lieu dans un autre endroit, car il n'y a pas que la bibliothèque de la Sorbonne, mais nul n'est parfait, jusqu'au 14 mars à la Contemporaine sur le campus de Nanterre. Je vous invite vraiment à aller voir cette exposition donc, qui est visible encore un petit mois. Alors, pour commencer notre échange, peut-être que nous pourrions parler de la couverture que nous avons à l'écran. En fait, c'était votre souhait, Max, de commencer. J'ai trouvé que c'était une bonne idée de commencer par parler de la couverture. Alors, je sais que vous avez envie de parler de l'image de couverture, qui est d'ailleurs reproduite dans le livre, le document est reproduit dans le livre dans son intégralité. C'est une manière sans doute, on va y venir, de montrer que toutes ces questions de cadrage, de montage, etc., jouent évidemment sur la manière dont on peut appréhender une image dans ce contexte. Mais peut-être qu'on pourrait commencer par, c'est juste pour la beauté du geste, si j'ose dire, commencer par le titre et le sous-titre du livre, étant entendu que ça m'avait beaucoup frappé quand on a commencé à parler de votre projet, c'est que tout de suite vous m'avez dit je vais être publié dans, enfin vous m'avez pas dit je veux parce que vous n'êtes pas une version polie, j'aimerais beaucoup être publié dans la collection Histoire contemporaine, ce qui évidemment pour un historien de l'art que vous êtes au départ, et même à travers ce livre, n'est pas forcément un choix très évident. Donc voilà, c'est autour de ces questions que peut-être on peut finalement démarrer, puis parler évidemment de l'illustration qui a été choisie. Oui, alors bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus ce soir pour cette présentation de mon livre, mon compagnon graphique. Merci à la BIS d'accueillir cette discussion, aux éditions de la Sorbonne d'avoir publié le livre et à Particulier de venir en parler avec nous ce soir. Donc, alors, peut-être sur la question de la collection, c'est vrai que cette recherche qui aboutit à ce livre, qui était au départ ma thèse, était une thèse d'histoire de l'art, c'est vrai, mais il me semblait que c'est aussi un travail qui peut avoir un intérêt, une pertinence du point de vue de l'histoire plus générale, de l'histoire culturelle de la France du XXe siècle. C'était une des raisons, et outre les autres titres qui font partie de cette collection qui m'intéressait. Mais aussi le format même du livre, en fait, parce que, bon, par la force des choses, je m'intéresse beaucoup à la fois aux questions d'édition, mais de format de livre, de typographie, et j'aimais bien, tout simplement, en fait, le design, la couverture de cette collection. C'est une vraie raison. C'est une vraie raison. Le titre, c'était déjà le titre de ma thèse, et en fait,
Propagande graphique, alors pour le coup, c'est une expression que j'emprunte à un des acteurs de cette histoire, qui est Jean Carlu. Jean Carlu, c'était un affichiste français qui fait partie de cette mouvance de l'affiche moderniste, disons, dans l'entre-deux-guerres, comme Cassandre, par exemple. Et Carlu était un affichiste engagé, et il a pris l'initiative de fonder une association qui s'appelait l'Office de propagande graphique pour la paix, avec d'autres personnes, des éditeurs, des imprimeurs, des gens du monde de la publicité, etc., des photographes. Et donc c'est ce terme de propagande graphique, en fait, qui, d'une certaine manière, me permettait d'encapsuler, enfin de regrouper une certaine diversité d'objets dont je parle dans le livre, dont on va parler maintenant, qui ont tous en commun d'avoir recours à ce procédé qui est le photomontage, c'est ça dont il s'agit, mais de photomontage en l'occurrence imprimé, et de photomontage qui s'inscrit dans une démarche de propagande très souvent au sens large. Alors il faut bien comprendre que dans l'entre-deux-guerres, évidemment, ce terme de propagande, il n'a pas la connotation négative qu'on va lui coller après la Seconde Guerre mondiale. Ça peut être, ça peut être un terme critique, mais c'est en fait une notion qui sert à parler plus généralement de communication, en fait, d'ailleurs. C'est un peu ce terme-là qui finalement va prendre le relais dans la seconde moitié du XXe siècle. Donc c'est ça dont il s'agit, et pas, disons, pas seulement de questions de propagande au sens étroit, manipulation, notamment par l'État, des sociétés, des populations. Il y a aussi des histoires de contre-propagande. Donc, et puis la question de l'imprimé, elle figure dans le sous-titre, hein, la culture de l'imprimé dans la France des années 30. Alors ça, c'est une autre expression qui peut-être mérite quelques commentaires, parce que cette idée d'une culture de l'imprimé, je l'emploie dans un sens qui est un petit peu détourné. Au départ, ce qu'on va appeler la culture de l'imprimé, notamment chez Elisabeth Eisenstein, qui est une des autrices à avoir forgé cette expression, c'est le moment où, après Gutenberg, finalement, un certain nombre de transformations culturelles, sociales, politiques bouleversent l'Europe moderne. Hein. Donc la culture de l'imprimé par opposition à la culture du manuscrit. C'est ça dont il s'agit au départ. Mais là, ici, je l'emploie dans un terme... Alors, il y a cette question de l'impact culturel et social de l'imprimé, des médias imprimés, donc c'est pour ça que ça reste pertinent, mais il y a aussi l'idée d'une culture de l'imprimé au sens presque un peu plus social, les gens qui composent le monde de l'imprimé, de la chaîne graphique, cet écosystème des métiers de l'imprimé, c'est ça aussi dont il s'agit. Et pour ce qui est de l'image, donc effectivement, vu que dans mes recherches, j'ai accumulé beaucoup d'images, c'est vraiment une recherche qui est peut-être d'abord iconographique, enfin qui prend l'iconographie comme point de départ, du point de vue de ma méthode presque. Et donc j'avais beaucoup de choix possibles, mais celle-ci était en fait mon point de départ, au tout départ. Quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, c'était pas vraiment ce sujet en fait, c'était un autre sujet. Mon intuition à l'origine, c'était d'essayer de réfléchir au débat autour de la querelle du machinisme, en fait, dans l'entre-deux-guerres. Alors ça, c'est finalement une question, encore une fois, moins d'histoire de l'art que d'histoire culturelle, hein, puisque c'est une querelle politico-littéraire, si je peux dire, qui se situe autour de 1930, avec des gens comme Georges Duhamel, qui est celui qui va forger cette expression de querelle du machinisme. La question à travers ça, c'est voilà, est-ce que la mécanisation, prise dans un sens assez large, pas seulement la mécanisation industrielle, mais aussi médiatique, pour le coup, n'est pas nocive pour la culture, pour la civilisation, tous ces grands termes un peu hypostasiés comme ça. Et il se trouve que voilà, cette couverture du magazine Vue en 1933,
était en fait l'image à partir de laquelle j'ai commencé mes recherches. En faisant une sorte de généalogie aussi de cette image, parce que je pense que quand vous la voyez, vous avez sans doute la même impression que moi, c'est-à-dire une impression de déjà-vu, comme si c'était un motif qui finalement qui nous est familier, ça, notamment parce qu'on le retrouve chez Chaplin, mais aussi dans beaucoup d'autres itérations. Et donc mon intuition de départ, c'était de faire une sorte d'histoire culturelle de ces querelles autour de la mécanisation. Mais il se trouve que cette image est un photomontage et qu'elle est assez représentative en fait de la pratique du photomontage en France. Et finalement, c'est vers ça que ma recherche s'est orientée. Je vous montre quelques autres images qui font partie du même numéro de ce magazine Vue, qui sont aussi des photomontages, qui sont dus à quelqu'un qui s'appelle Marcel Ichac, qui fait partie de ces quelques figures comme ça, de photomonteurs français de l'entre-deux-guerres. À mon avis aussi trop méconnu, et c'est aussi une des impulsions de cette recherche, c'était de faire émerger des figures, parce qu'on connaît assez bien l'histoire du photomontage soviétique, allemand, enfin d'Europe centrale en général, voire même les Pays-Bas, mais la France était en fait assez mal connue. Et puis cette image-là, cette série d'images, en fait, elle renvoie aussi à une intuition que j'avais à travers cette recherche qui était une question de temporalité, une question en fait, du photomontage comme une technique presque d'anticipation, hein, comme on parle de récit d'anticipation dans la science-fiction, hein, se préfigurer comme ça l'avenir en quelque sorte par l'image, et ça c'est une modalité de l'image que j'avais envie d'explorer aussi à travers pas ce médium, mais ce procédé qui est le photomontage. J'ai été très long. Non, c'est bien parce que ça introduit des nuances et puis ça permet de discuter de ce qu'est fondamentalement votre corpus, les objets qui vous intéressent, leur mode de constitution, c'est-à-dire au fond ce qu'on pourrait appeler des objets photographiques avec un tiret, pour montrer qu'il y a à la fois, c'est ce qu'on vient de voir dans les images, hein, il y a de la photographie sans tiret, et puis il y a du graphisme, et puis il y a une manière d'écrire, donc photographie, il y a une manière d'écrire avec la photographie. Alors peut-être que vous pouvez nous préciser ce que signifie pour vous une distinction qui serait entre photographie et photographie, d'un côté qu'un tiret, de l'autre sans tiret, puisque c'est dans cette espèce de signe typographique, et on parle aussi de typographie évidemment, ce petit tiret, celui qu'on appelle maintenant tiret du 6, je suis toujours assez fasciné, parce que ce n'est pas le cas sur tous les claviers, mais comment ce très modeste signe typographique et ses effets sémantiques finalement montrent qu'on peut déployer le sujet de votre travail, c'est-à-dire la technique de fabrication des images, parce que vous venez de dire c'est pas un médium, d'ailleurs je trouve que c'est quelque chose sur lequel on pourrait discuter, c'est pas un médium, c'est une technique, c'est un procédé. Voilà. Oui, un procédé, une technique, ces deux termes-là, ils me conviennent bien, et en fait c'est pourquoi pas médium alors pour moi, alors, comment dire, c'est une question compliquée. Ah oui, mais on est là pour ça. C'est vraiment une question compliquée parce que voilà, les définitions de ce qu'est un médium sont diverses. Et, en l'occurrence, moi, il me semble que dans les objets que j'ai observés, le médium, il serait plutôt à chercher du côté du support imprimé, des formats éditoriaux, donc, par exemple le magazine peut-être dans ce cas-là, ou en tout cas à minima la page imprimée, mais pas nécessairement le procédé utilisé pour produire ce type d'illustration qui est le photomontage. Illustration, c'est pas tout à fait le bon terme, parce que justement, la relation entre texte et image s'agissant du photomontage, elle n'est généralement pas de l'ordre de
d'illustration d'un texte préexistant, mais au contraire plutôt d'un complexe texte-image, et c'est ce qu'on voit assez bien ici dans cette publicité du studio de Bernier et Peignot, qui était un des principaux studios de création publicitaire français à cette époque-là. On se situe dans un moment où, du côté de l'Allemagne, mais aussi en Union soviétique, on a beaucoup d'innovations de vocabulaire, justement, s'agissant de ces relations entre photo et typographie. C'est Laszlo Molinaj qui va inventer la typo-photo, c'est-à-dire précisément ces assemblages de textes et d'images, mais surtout d'images imprimées. Et ça me permet de répondre un peu à la question, c'est-à-dire que les images dont il s'agit, certes, elles ont une base photographique, chambre noire, tirage argentique, mais en fait, leur mode d'existence, c'est l'imprimé. C'est-à-dire que c'est des reproductions qu'on appelle photomécaniques, autrement dit, qui passent par des procédés de photogravure, dont il existe différentes sortes, simili-gravure, héliogravure, etc., que ce soit en relief ou en creux. Ici, vous voyez un exemple en relief, puisque quand on utilise des caractères typographiques en plomb, on a un mode d'impression en relief. Et donc, si on veut combiner, agencer ensemble texte et cliché, les clichés doivent être en relief comme le texte. Donc ça, c'est le procédé qu'on appelle la simili-gravure. Je vous montre quelques exemples qui sont plutôt liés à la création publicitaire à cette époque. Et une autre technique qui a vraiment toute son importance dans les objets que j'étudie, c'est plutôt l'héliogravure, qui elle est en creux et qui a comme caractéristique assez intéressante par rapport aux questions de mise en page, qu'on peut réaliser la maquette sur ce que vous voyez là à l'écran, c'est-à-dire sur un support imprimé, une plaque de verre, sur laquelle les maquettistes peuvent disposer assez librement donc des clichés sur transparent et des colonnes de texte également sur transparent. Donc on a ici une liberté de mise en page qui permet superposition, différentes sortes d'agencements, etc., qui n'étaient pas possibles dans le cas de l'impression typographique. Alors voilà, ça peut paraître très très technique, mais quand on observe justement les photomontages que j'ai étudiés, les compositions, que ce soit dans la presse, sur des couvertures de magazines, de revues, ou dans des livres, ou aussi les affiches, finalement, ces procédés ils déterminent quand même beaucoup l'aspect de ces réalisations. Voilà, je pense que ça a répondu. Alors oui, photographie, ça c'est... Je dois cette observation à un collègue japonais, Yusuke Izotani, qui a étudié cette revue Art et métiers graphiques, qui donc consacre des numéros annuels à la photographie. Et l'observation que faisait Yusuke Izotani, c'est qu'au fur et à mesure des années 30, la photo grossit. La graphie devient plus petite et la photo grandit, c'est-à-dire dans la composition typographique de ses couvertures. Ce qui montre aussi que dans la France des années 30, quelque part, la valorisation artistique, culturelle de la photo va prendre un peu le pas finalement sur les questions de graphisme. C'est-à-dire que finalement c'est la... Et d'ailleurs c'est encore un peu le cas aujourd'hui en France, la photographie est un médium, une forme d'expression très valorisée, peut-être sensiblement plus que les questions de graphisme et de typographie. Alors, on est dans le cœur du sujet, vous l'avez déjà dit tout à l'heure en évoquant l'Europe centrale, l'Allemagne, la Russie, c'est-à-dire que quand on parle pour les années 20 et 30 de photomontage, très spontanément, on pense évidemment aux dadaïstes allemands, à Gross, Herzfeld, aux constructivistes russes comme Rodchenko, par exemple, mais pas spontanément à des photomonteurs français, c'est-à-dire que c'est pas ce qui vient aussitôt à l'esprit. Alors quand je dis français, c'est français ou actif en France, parce qu'ils ne sont pas tous français, mais voilà. Donc c'est plutôt autour de cette idée qu'ils soient actifs en France. Alors, ma question c'est celle-ci, c'est-à-dire dans cette configuration très fertile des années 20 et 30, où on voit qu'il y a comme ça
deux grands pôles, hein, un pôle allemand, un pôle russe, peut-être un autre petit pôle qui est le pôle des Pays-Bas, voilà, mais sans doute moins, qui pèse moins que les deux autres sphères que je viens d'évoquer. Comment est-ce que ces différentes pratiques, ces différentes cultures constituées dans ces pôles s'articulent avec, disons, ce qui est en train de se produire en France, qu'on pourrait appeler le pôle français, dont vous avez montré qu'il émerge. Comment est-ce qu'on doit envisager ces cultures entre elles, c'est-à-dire en termes de circulation, de transfert, de collaboration? D'ailleurs, est-ce que ces mots sont véritablement synonymes dans la manière, ne serait-ce que méthodologique pour vous, d'appréhender les rapports entre ces différentes cultures du photomontage? Et d'ailleurs, il y a un chapitre que vous appelez l'international, on est beaucoup dans la typographie ce soir, mais avec un petit i, l'international des photomonteurs. Et alors je me suis demandé quel sens au singulier ou au pluriel vous donniez à cette expression, c'est-à-dire de quoi est-ce que cette expression elle symptôme, qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle organise et quelle réalité elle recouvre. Oui, c'est-à-dire qu'une des questions que je me suis posée aussi au départ et qui était assez centrale dans la recherche, c'était d'abord quelle était la connaissance qu'est-ce qu'on connaissait en France tout simplement des développements du photomontage, notamment soviétique, mais aussi allemand, tout simplement de ce qui se passait à l'étranger. Et quelle connaissance, qu'est-ce qui était montré, qu'est-ce qui était visible dans les expositions, et comment est-ce que c'était commenté éventuellement. En fait, très peu. Pour chacun de ces points, la réponse est très très peu, c'est-à-dire très peu vu, très peu commenté, etc. Par exemple, en 1925, donc l'URSS est invité à exposer donc, un pavillon soviétique à l'exposition des arts décoratifs, dans laquelle on peut voir des affiches de Rodchenko, celle-ci, ça c'est les pages du catalogue édité à l'occasion de cette exposition, des couvertures de livres également de Rodchenko. Mais on a très très peu de commentaires sur ces objets-là, y compris dans la presse d'avant-garde française, qui a priori aurait pu s'y intéresser, dans, je sais pas, des revues comme l'Esprit Nouveau ou d'autres revues d'art qui se situent un peu à l'avant-garde, s'intéresse très très peu à ces choses-là. Ou en tout cas très peu au procédé du photomontage en tant que tel, a priori. Enfin, pas a priori, c'est ce qu'on de facto, voilà. Donc, finalement, cette internationale du photomontage, elle va plutôt émerger en relation avec d'autres réseaux, en fait, qui sont en fait moins les réseaux des avant-gardes artistiques que des réseaux militants. Alors ça, c'est effectivement ce que je montre dans le deuxième chapitre du livre, c'est comment c'est la place, alors d'abord la place des revues, pardon, je fais un petit saut, la place des revues communistes, en particulier le magazine Nos Regards, qui est donc lancé en 1928 comme un équivalent de l'AIZ allemand, l'Arbeiter Illustrierte Zeitung, dans AIZ, dans lequel publiera John Hartfield à partir de 1930. Tous les photomontages de Hartfield à partir de 1930 sont pensés pour l'AIZ. Donc il y a ce relais quelque part d'une certaine culture graphique qui s'opère par les revues et par des organisations politiques, en l'occurrence ici le Secours ouvrier international, qui est l'organe qui publie à la fois l'AIZ et Nos Regards, qui est dirigé par Philippe Münzenberg, une figure importante dans l'organisation de la propagande communiste dans l'entre-deux-guerres. On peut citer aussi d'autres revues comme l'Appel des Soviets. Vous voyez ici une couverture de 1931, donc ça c'est la revue des amis de l'URSS. Et de la même façon, c'est ce genre de réseau
politiques, militants, qui vont permettre ici la diffusion, l'acclimatation, en quelque sorte, de ces procédés graphiques si populaires en fait du côté soviétique. D'autres exemples de la période soviétique. Mais je reviens un petit peu en arrière parce que il y a quand même certaines organisations, disons plutôt artistiques, qui vont jouer un rôle aussi dans cette réception et dans cette internationalisation du graphisme français, on peut le dire aussi comme ça. C'est par exemple l'Union des artistes modernes, qui est ce groupe d'artistes décorateurs, en fait, beaucoup, autour de Malé Stevens, Charlotte Perriand, etc., mais qui comprend des graphistes, des affichistes, comme Carlu, encore une fois, qui organise cette présentation d'affiches soviétiques en 1932 au Louvre, enfin au pavillon de Marsan, ce qui était assez audacieux, on va dire. D'ailleurs, une des affiches a dû être retirée, enfin il y a eu une forme de censure, en fait, très clairement, pendant cette exposition, et Carlu lui-même exposait cette affiche-là, donc une affiche éditée par son office de propagande graphique pour la paix, pour le désarmement des nations. On est pendant la conférence de Genève en 1932, qui en fait, ironie de l'histoire, va permettre le réarmement de l'Allemagne. Et en tout cas, cette affiche, très clairement, elle témoigne d'un regard porté du côté du constructivisme russe, soviétique, dans la composition. C'est très clair, cette imbrication du triangle et du cercle, qui vient de Rodchenko, qu'on a vu encore chez d'autres designers comme Lissitsky dans les années 20. Donc on a disons, ce mélange à la fois d'affichistes, de graphistes qui ont cet intérêt pour ce qui se fait à l'étranger et vraiment l'importance de ces réseaux politiques militants. Peut-être un autre exemple encore, c'est une chose que j'aborde dans ce deuxième chapitre, c'est les croisements avec le surréalisme, parce que évidemment il va y avoir toute une sorte de querelle idéologique, philosophique assez intéressante en fait entre les surréalistes autour d'André Breton et le Parti communiste français, une alliance qui va tenter de se formaliser pour finalement aboutir à une rupture. Les surréalistes se rangeant plutôt du côté de Trotsky par la suite, mais en 1932, on va avoir par exemple des magazines comme celui-ci, enfin c'est un hors-série de l'Humanité, dont la mise en page, les photomontages, toute la conception graphique est due par certaines figures du surréalisme français, en particulier le photographe Jacques-André Boiffard, qui collabore ici avec d'autres graphistes, d'autres artistes de cette tendance. On peut aussi donner cet exemple. En 1935, est organisée une exposition à la Maison de la Culture. Donc ça, c'est une organisation, un lieu d'exposition qui est proche du Parti communiste. Il y a cette exposition Documents de la vie sociale où Willy Ronis, donc le photographe, que vous connaissez peut-être plutôt pour cette photographie documentaire, pas vraiment pour sa pratique du photomontage, expose la composition que vous voyez à gauche. On travaille pour la guerre, qui, on le sait par le témoignage de Willy Ronis lui-même en fait, et sans doute inspiré de ce qu'il a pu voir du côté de l'AIZ et de Hartfield, puisqu'à droite vous avez un photomontage de John Hartfield dans l'AIZ. Donc il y a, et cette même année, 1935, Hartfield exposait également à Paris, dans un contexte où il a dû s'exiler, quitter l'Allemagne, il est en exil en Tchécoslovaquie. Mais donc il fait l'objet il y a un moment de réception française de Hartfield, là, autour de 1935, qui est assez crucial. Alors,
vous nous avez montré là toute une série de magazines ou publications d'imprimés périodiques français. Évidemment, il y a toujours un peu en arrière-plan la IZ qui circule comme une sorte de modèle, de matrice. Bon. Mais en vous écoutant et puis en vous lisant, puis vous y avez un peu fait mention au tout début de votre présentation. Finalement, vous faites de l'histoire de la photographie à travers de l'imprimé. C'est-à-dire, Herzfeld, bon, il y a quand même, on connaît des images, on connaît des objets photomontages qui ont survécu en quelque sorte, qui ont été conservés, etc. Donc, une espèce doctorialité qui se dégage du travail d'Herzfeld. J'ai pas l'impression qu'il y ait la même chose, même si on connaît évidemment les choses imprimées pour la HIT7, j'ai pas l'impression qu'il y ait la même chose qui se soit produite pour les photomonteurs français, c'est-à-dire, est-ce que mon intuition est bonne, c'est-à-dire le fait que ces photomontages français, on y accède principalement sous leur forme imprimée, assez peu sous leur forme d'objets dans leur matérialité, et quelles questions doctorialité ça pose par rapport à leurs auteurs. Vous venez de dire, oui, Ronis, on le sait par un témoignage, ça, si je vous comprends bien, on ne l'aurait pas su autrement, en quelque sorte. Si là, il s'agissait simplement de la... Oui, on le voit, c'est vrai, on le voit. Dans la comparaison peut-être suffit à établir ce lien. Alors, c'est finalement un fil conducteur de ma réflexion dans ce livre et qu'on retrouve en fait dans l'exposition en ce moment à Nanterre, hein, c'est-à-dire cette place vraiment de la finalité des images dans l'objet imprimé, qui a une matérialité aussi. Enfin, pour moi, il n'y a pas plus de matière dans la photographie que dans la presse, puisque d'ailleurs le recours à des procédés de photogravure qui nécessitent des trames, des choses comme ça, des agrandissements, quelque part travaillent la matière photographique et en font ressortir autre chose. S'agissant de Herzfeld, c'est vrai que c'est un des cas où on conserve les maquettes. Moi, je les appellerais comme ça, c'est-à-dire les photomontages originaux avec 4 guillemets autour, parce que Herzfeld le dit très clairement que pour lui, ça n'a aucun intérêt. Alors, il les a gardés en même temps. Il les a gardés parce qu'effectivement, je pense qu'il était conscient de l'importance historique de son travail, quand même, dans le moment dans lequel il se situait. Mais pour lui, et ça il le dit clairement, ça n'a pas d'intérêt particulier d'exposer des photomontages originaux. Ils étaient déjà exposés à l'époque, ça c'est quand même intéressant de le noter, c'est car par exemple à Paris en 1935, l'exposition Herzfeld montrait des collages en fait, originaux, collages retouchés à la gouache, c'est les maquettes en fait de ce qui est ensuite imprimé effectivement dans la IZ. Mais il dit clairement, ça c'est pas important. Ce qui est important, c'est la diffusion massive. C'est un tirage de 400 000 exemplaires pour la IZ et c'est une base dans le lectorat ouvrier qui est très 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 solide. C'est ça. Hein, il dit mon travail, il trouve son origine dans le cerveau des masses. Enfin, il y a ce genre de formule chez Herzfeld. Donc, de ce point de vue-là, je ne pense pas que la situation française soit une exception, finalement. Quand on regarde la pratique du photomontage en Europe centrale, en URSS ou à l'étranger, c'est la même chose. Le photomontage est presque toujours un procédé qui est utilisé pour ensuite être reproduit. Alors, il y a beaucoup de couches, quelque part, de reproduction dans cette histoire-là. Parce que très souvent, ces montages ils sont réalisés eux-mêmes à partir, non pas de tirages argentiques, mais d'images découpées dans la presse, ou dans des livres, mais en tout cas déjà des images imprimées, découpées, réagencées, et puis réimprimées. Donc c'est ce qui fait que, là, ça c'en est un exemple, hein. La figure que vous voyez ici avec sa pioche, vous voyez en train de venir briser cette croix gammée, en fait,
C'est un travailleur du Tadjikistan, photographié dont la photographie est publiée dans l'URSS en construction, donc une revue soviétique, mais qui a été diffusée en France, traduite en français. Et donc les éditeurs de Regard ont pris l'URSS en construction, sont allés découper les images qui les intéressaient et qui permettaient ici, en l'occurrence, de créer cette espèce de symbole de la lutte antifasciste. Mais vous voyez, on n'est plus du tout dans la véracité du document, ça c'est clair. Et en plus, il y a cet usage de la reproduction. On reproduit des images déjà préalablement reproduites. Une sorte de boucle là-dedans qui me semble aussi assez intéressante. Je crois que je vais peut-être oublier le reste de la question. Non, on discute. L'autre question peut-être qui est connexe, mais qui est celle autour de ces couches successives de reproduction, etc. Si on vous suit, au fond, à l'exception de quelques grands noms, on est devant plutôt une absence de postérité pour ces photomonteurs français ou actifs en France. Je pense à Marinus, par exemple, oui, qui est peut-être un des rares, alors c'est pas exactement votre sujet, mais qui est peut-être un des rares dont on a gardé le nom et qu'on attache à des images, c'est-à-dire qui a gardé une postérité. Mais sinon, on est devant une armée de photomonteurs militants. Est-ce qu'il y a une postérité de certains d'entre eux qui se dégagent ou pas? Il y a différents cas de figure en réalité. Beaucoup d'images beaucoup des images que j'ai regardées et collectées sont effectivement anonymes, se trouvent dans la presse militante, politique, sans crédit, sans signature. Et donc, effectivement, il y a cette masse anonyme, quelque part, de photomonteurs qui pouvaient être, on ne sait pas vraiment, en fait, qui pouvaient être des gens qui travaillaient dans les imprimeries, qui pouvaient être des militants sans formation artistique particulière, mais le photomontage est une forme qui peut être relativement accessible. Justement, il y a cette idée aussi d'une forme d'expression, disons, un peu démocratique, en tout cas accessible aux non-spécialistes. Donc cette question, oui, de la participation militante et de l'anonymat, elle est abordée aussi dans le livre comme un aspect important de l'histoire du photomontage, ce qui n'empêche qu'effectivement, il y a aussi quand même des noms, des personnes, moins dans la presse politique que dans des titres un peu plus généralistes. Je pense par exemple à Vue, donc le magazine Vue pour lequel travaillait Alexandre Lieberman, qui a ensuite fait une grande carrière aux États-Unis, directeur artistique de Vogue, c'est pas du tout un inconnu. Jean Carlu, je l'ai déjà mentionné. Mais c'est vrai que on a quand même un peu plus de mal à identifier des grandes figures dans cette histoire-là, et parce que finalement c'est peut-être pas l'essentiel. Et c'est vrai que c'est un livre qui est un peu anti-monographique, si je peux dire ça comme ça, c'est-à-dire que des fois on rayonne autour d'une personne, et là c'est plutôt en fait une multitude, y compris d'anonymes, dont on peut rendre compte du travail à partir des objets imprimés. C'est aussi peut-être une hypothèse, c'est que des fois par le manque de sources, parce que quand on a des noms, c'est bien aussi pour avoir des pistes d'archives, des choses comme ça. Quand on n'a pas de nom, il faut aussi travailler autrement, chercher autrement. Et moi, c'est les imprimés eux-mêmes, les revues elles-mêmes, par exemple, qui étaient ma principale source, en l'occurrence. Alors, vous dites revues périodiques, oui. Il y a aussi des affiches. Oui. Donc là, on voit qu'il y a une sorte de changement d'échelle qui s'opère, peut-être de changement aussi de circulation dans l'opinion publique, dans l'espace public, l'espace citoyen, etc. Est-ce qu'il y a, selon vous, une sorte de distinction à établir entre le photomontage destiné à la presse et le photomontage destiné à être diffusé par voie d'affichage? Alors il y a des distinctions techniques assez complexes qui concernent, disons,
la difficulté à reproduire des éléments photographiques en grand format avec les techniques de l'époque. L'offset n'est pas encore vraiment employé pour les affiches, donc c'est principalement des affiches en lithographie, ce qui suppose de transférer, d'agrandir et donc de transférer quelque part cet agrandissement photographique sur une matrice d'impression en litho, sur une pierre ou une plaque de métal. Enfin, c'est en fait assez, c'est très peu, je pense principalement pour ces raisons techniques, très peu utilisé par les imprimeurs français et donc les gens qui produisent des affiches. On en a néanmoins des exemples, là j'ai mis l'exemple de Hartfield, de cette affiche pour le Parti communiste allemand en 1928, parce que là on a vraiment un manifeste de l'affiche photographique. C'est très très rare à l'époque d'avoir de la photo dans l'affiche. On a du mal à se le représenter, et donc ici, cet agrandissement d'une main d'ouvrier qui vient nous dire de voter pour la liste du Parti communiste, c'est aussi un manifeste technique, quelque part, des possibilités expressives de la photo appliquée à l'affiche. En France, c'est vrai que c'est beaucoup plus rare, et j'ai tant bien que mal identifié quelques exemples dans les archives françaises. Ici, par exemple, une affiche pour le magazine Regard en 1934, qui est en l'occurrence imprimée en héliogravure. C'est-à-dire que toute la problématique que je vous mentionnais avant sur les problèmes d'impression en litho ne se pose pas ici, puisque tout simplement on a fait une affiche en utilisant exactement le même procédé qu'on utilise pour imprimer le magazine. Donc en fait, c'est comme une page de magazine utilisée comme affiche, une double page. Et puis, dans le cas français, on peut mentionner quand même la série des affiches de quelqu'un qui s'appelle Georges Basset. On est ici entre 35 et 37, avec des affiches pour l'humanité qui sont assez intéressantes, notamment celle-ci dans leur iconographie, puisqu'on a ces figures allégoriques en quelque sorte, ici aux prémices du Front populaire. Vous voyez qu'on est en 35 et on parle déjà de Front populaire, c'est déjà intéressant, mais que chacune de ces silhouettes, c'est mon hypothèse, représente, disons, une frange de la société, une classe sociale, une des composantes sociales et politique du Front populaire, donc avec les ouvriers, mais aussi les intellectuels, etc. Et Basset va ensuite produire d'autres affiches comme celle-ci, peut-être un petit peu moins audacieuses, mais qui montrent aussi un petit peu le climat à la fois politique et graphique de ces années-là, ici en 1936-1937. Mais voilà, pour tout dire, c'est vrai que le photomontage dans l'affiche, c'est quand même relativement rare. Alors, presse et affiche, et puis vous avez cité, j'ai oublié qui c'était, cette idée c'est Hertzfeld, c'est ça, le cerveau des masses. Oui. Voilà. Donc il y a quand même cette idée que le photomontage s'adresse aux masses. Est-ce que ça a été théorisé, et comment est-ce qu'on a finalement cherché à penser cette idée que c'était une technique, une forme qui était particulièrement propice à s'adresser aux masses. Voilà. Ouais, c'est un point, je pense, assez important. Vous savez peut-être que ce terme même des masses au pluriel, c'est disons un élément du vocabulaire politique qu'on a un peu abandonné, qui était évidemment très présent dans la rhétorique de l'entre-deux-guerres, et qui joue un rôle tout à fait important. Alors, je l'ai dit à propos de Hartfield, c'est-à-dire dans le cadre de l'agit-prop communiste, très clairement, mais en fait, plus généralement, en fait, c'est-à-dire que ici, je prends cet exemple aussi dans le livre. C'est une publicité de l'agence Dupuis, donc on n'est pas du tout dans l'agit-prop bolchevique là, mais dans une publicité pour une agence de publicité. Donc comment les publicitaires mettent en scène eux-mêmes leur méthode.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit le message publicitaire venir flotter sur cette étendue que vous distinguez peut-être pas nettement ici, mais qui est une photographie de foule. Et cette photographie de foule, ou plutôt ces découpages de photographies de foule utilisées dans des formes diverses et variées, c'est vraiment pour le coup un des motifs récurrents de l'histoire du photomontage, pas seulement en France en fait. Et pour répondre à la question précisément, ça pose aussi une question qui a été théorisée du côté de la JIT-Prop, mais finalement c'est un argument qu'on va retrouver aussi à différents endroits, c'est-à-dire l'idée que les masses pensent par l'image. Ça, c'est déjà chez Gustave Le Bon à la fin du 19e siècle. Hein. C'est un peu au cœur de beaucoup des théories de la propagande, en fait, dans ces années-là. Aussi chez Tchakotine, Serge Tchakotine, qui écrit le viol des foules par la propagande politique à la fin de la décennie, en 1939. Tout le monde, enfin, finalement, toutes ces personnes, et aussi Wilhelm Zollberg, théoricien de la propagande antifasciste et communiste, ont ce même argument que les masses pensent par l'image. Alors ça va servir à défendre la presse illustrée comme un moyen de propagande jugé plus efficace que la brochure de texte non illustrée. Hein, voilà, c'est une image vaut mieux qu'un long discours. En gros, c'est toujours un petit peu cette idée-là derrière. Cette question-là, j'essaie d'en analyser dans le livre les différentes métamorphoses, si on peut dire, parce qu'il y a aussi, bien sûr, la masse fasciste, et il y a aussi l'embrigadement des masses sous la figure du chef. Donc un motif qui est un motif là, pour le coup, qui s'inscrit dans toute une histoire de l'iconographie politique. C'est-à-dire, chez Hobbes, déjà, le frontispice du Léviathan nous montre la tête du souverain et le corps composé de la multitude. Donc la tête est quelque part ce qui contient la multitude. Et cette idée-là est très souvent, finalement, revient, je pense, de façon, pour le coup, totalement inconsciente. Je ne vais pas dire qu'il y a de référence à Hobbes chez Mussolini, je ne sais pas, mais le colonel Larocque, c'est sûr que non. Et alors, de ce point de vue-là, voilà, on peut identifier, vous voyez, différents usages de la foule, différents usages de la masse qui peuvent relever de cette idée, finalement, d'un pouvoir incarné dans la figure du chef, mais aussi, à d'autres endroits, être utilisé de façon plus ludique, ornementale. Dans la presse, moi j'aime beaucoup ces images qui sont des petites coupures, enfin des détails des pages de regard. Où on voit la figure du capitaliste qui est en train de se faire submerger comme ça par la foule. Alors, l'image que vous venez de montrer là, qui avec le capitaliste, elle m'intéresse aussi parce que dans le livre, vous avez un chapitre sur la caricature photographique. La caricature, c'est un objet qui m'intéresse, ou qui m'a intéressé. Et en fait, vous lui consacrez d'assez longs développements qui sont vraiment intéressants parce que précisément, vous montrez que c'est une sorte d'imaginaire presque archaïque, qui est convoqué, qui ressurgit avec toute sa charge historique et l'efficacité qu'on lui prête. Et puis, il y a une sorte d'hybridation de cet imaginaire, cette histoire, avec une technique moderne, celle de la photographie, celle de la photographie comme photomontage. Comment est-ce qu'on peut... est-ce qu'on peut essayer de comprendre cette sorte d'actualisation d'une iconographie et de ces formes qui sont très anciennes et qui ressurgissent là? Oui, c'est en fait un des usages les plus frappants, remarquables du photomontage,
une des formes que peut prendre le photomontage, en fait, puisqu'il en existe, vous l'avez compris, différentes variantes, différentes approches, et celle qui s'inscrit dans une logique qui est celle de la caricature, ce que va privilégier Artfield, encore une fois, à partir de 1930, Artfield qui publie ce genre de composition dans la presse française également. Mais effectivement, alors, l'introduction de la photographie dans cette longue histoire de la satire visuelle, elle permet différentes choses. Elle peut permettre de détourner, comme c'était le cas chez Artfield, des photographies de presse ou des portraits officiels même, qu'on va transformer en caricature par montage. Mais ça permet aussi de jouer sur, de mettre en avant quelque part un peu la crudité, le réalisme des matières. Ça c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup chez Artfield, c'est-à-dire prendre par exemple une expression, un élément de langage de la rhétorique politique, et puis l'illustrer par des photographies très crues, presque un petit peu dégoûtantes. C'était déjà présent dans le dessin de presse, mais la photographie amène un degré presque de crudité supplémentaire. Et donc là, on a par exemple cette couverture de regard, une quatrième de couverture, où on voit la photo d'un cœur, un véritable cœur, qui est le cœur des sources de financement du fascisme français, à savoir la BNP. La BNP. Vous avez des comptes pour réfléchir. Voilà. Accusée en tout cas par regard d'être voilà, celle qui finance les différentes ligues d'extrême droite en 1934. Et puis bon, voilà, dans Regard et dans d'autres titres de cette tendance communiste ou à gauche plus généralement, on va trouver beaucoup de ces détournements qui jouent sur des procédés effectivement très, très, très fréquents dans la caricature, donc transformer les corps en objets, ici le bilboquet, l'animalisation qui est par exemple utilisée à droite avec Schneider, donc les yeux cernés de Schneider se rapprocher des yeux du volatile à sa gauche, ou ce genre de choses. Et puis il y a encore une autre forme de caricature photographique assez intéressante, puisqu'elle est un peu méta, si on peut dire, c'est-à-dire que c'est une façon, à mon avis, de parler du travail des photomonteurs eux-mêmes, c'est-à-dire quand on met en scène justement la découpe des images, comme c'est le cas ici dans une page de vue, mais comme on le trouve aussi ailleurs, encore une fois chez Artfield par exemple. Dans le genre méta, il y a aussi le cinéma. Oui. Alors, joue comme une référence. Oui, le rapport au cinéma est une constante, à la fois dans les discours autour du photomontage, finalement un peu l'idée que le photomontage c'est du cinéma d'image fixe, qui utilise les médias imprimés pour retrouver quelque part un peu le dynamisme de l'image en mouvement, mais sur une surface fixe. Donc ça c'est autour de la mise en page des journaux. Vous voyez ici une double page de regard où on a ces entrées de locomotives avec aussi ces titres, ces lettrages qui sortent des fumées des locomotives. Quelque chose de très cinématographique aussi dans le montage, donc avec l'alternance le jeu sur les gros plans, etc. Plutôt les détails et les vues d'ensemble. Par ailleurs, il y a aussi le fait que les réseaux de promotion du photomontage comme une technique d'agitprop sont les mêmes que ceux qui vont promouvoir le film d'agitprop, en particulier soviétique. Donc ça pose toute la question finalement du milieu militant qui promeut l'utilisation de ces procédés dans le contexte de la France de l'entre-deux-guerres. On va trouver des gens comme Moussinac, par exemple, très important, à la fois pour le cinéma et pour la presse illustrée, pour la photo et donc le photomontage. Critique cinéma de l'humanité. Voilà, le critique de cinéma de l'humanité, mais aussi directeur de regard pendant un certain temps.
Et puis ensuite on peut identifier différentes façons quelque part de dialoguer avec le cinéma, si on peut dire ça comme ça, ou en tout cas de mettre à l'œuvre la différente logique du montage. Et un exemple de ça, c'est ce petit livret publié par l'équipe du magazine Vue en 1932 et qui s'appelle Tout est foutu, qui est en fait un résumé des événements quelque part de l'année 1932 et qui dresse un peu un constat, enfin, sans justement vraiment dresser le constat, mais qui pose, disons, quelque part une ambiance de ces années-là. On voit d'ailleurs Hitler poindre déjà ici avant même la prise de pouvoir nazie. Mais ce livre, ce qu'il a d'intéressant aussi dans son rapport au cinéma, c'est la logique du montage. C'est-à-dire que ces photographies de presse de l'année 1932, les éditeurs, ici c'est Maximilien Vox et Carlo Rime, vont les mettre en vis-à-vis en jouant sur les confrontations que permettent la double page de façon sensiblement inspirée par certains procédés du cinéma soviétique. On peut penser à Eisenstein qui est cité par les éditeurs de Tout est foutu pour s'en démarquer, mais on sent qu'il y a quand même ici une approche du montage qui est inspiré par le cinéma de cette époque. Et puis il y a aussi le cinéma comme motif graphique. Moi, c'est des choses qui m'amusent un petit peu parce que c'est purement formel, mais pas tant que ça. C'est la page comme un film. Et ça, on le trouve très littéralement illustré dans beaucoup de supports, que ce soit dans la presse ou sur des affiches. Ici, c'est un hors-série de l'humanité qui se déplie en 4, donc c'est assez grand en fait quand on l'a entre les mains, ça fait presque comme une affiche. Et donc vous voyez, c'est la foule ici qui supporte un numéro de l'humanité, donc c'est encore un petit peu méta, la mise en scène de l'imprimé. La mise en scène de l'imprimé qui est aussi un film, puisqu'on a une sorte de déroulé des événements sur une journée qui va être mise en page par le biais de ce motif de la pellicule. Donc c'est encore une autre façon de penser le rapport au cinéma. Là aussi, sur le fronton. Bon, mais ça, c'est 1937, non? Oui. C'est l'exposition internationale. C'est une bonne transition. C'est comme si on n'avait pas préparé la rencontre. C'est une bonne transition avec ce dont on pourrait parler maintenant, qui est celle de la monumentalisation du photomontage. C'est-à-dire qu'on a déjà évoqué ce changement d'échelle avec le passage du périodique à l'affiche. Il y a encore une sorte de saut qui est franchi avec ce que les anglo-saxons ont appelé le photomural, qui est une sorte de pratique photographique qui va du côté des grands programmes de décors à la fresque qui ont été développés dans les années 30, dans les mêmes années d'ailleurs. Donc c'est un changement d'échelle, évidemment, et c'est une autre déclinaison du photomontage, c'est d'autres manières de le montrer, c'est d'autres manières de le regarder aussi, c'est évidemment la question de la place du spectateur qui est posée. Vous pouvez nous dire un peu comment ça fonctionne dans ce moment des années 30, peut-être autour de l'exposition internationale? C'est-à-dire qu'effectivement, je consacre un chapitre à cette exposition internationale de 1937 parce qu'elle est un moment, quelque part, un peu un point culminant dans cette histoire du photomontage politique en France, parce qu'en gros, en 1937, il y a des photomontages partout, absolument partout, mais sous une autre forme, effectivement, la forme monumentale, exposée, murale, et non plus la forme publiée. On voit s'opérer un transfert, effectivement, de méthodes de composition, d'idées graphiques qui viennent de la presse, de l'affiche également, vers la scénographie d'exposition. Alors ça, c'est quelque chose qui apparaît déjà dans les scénographies constructivistes du côté de l'Union soviétique à la fin des années 20. Un jalon important, c'est ce que vous voyez ici, c'est la Pressa. Alors c'est en Allemagne, à Cologne, mais c'est le pavillon soviétique de la Pressa, donc scénographié par El Lissitzky,
et dans lequel on avait justement ces agrandissements, à la fois agrandissement et photomontage, photomontage et photographie murale, donc grand format, qui vient animer ici les murs de ce pavillon d'exposition. Et puis un autre jalon important dans cette histoire-là, c'est l'usage qu'en font les designers italiens pour les expositions de propagande fasciste. À partir de 1932, l'exposition de la Révolution fasciste à Rome, qui est restée visible pendant très longtemps, plus d'une année, et qui faisait vraiment partie des grandes expositions comme ça à la gloire du régime mussolinien. Mais ici, vous voyez une autre exposition italienne à Bruxelles, puisqu'il y a aussi une exposition internationale à Bruxelles en 1935. Et alors là, le pavillon italien avait cette conception très singulière d'un pavillon avec un espace de circulation libre au sol. Vous voyez qu'on n'a pas de mur ni de vitrine et que tout est en hauteur. Et là, on voit ici l'usage qu'on peut faire de ce genre de technique scénographique du côté de l'Italie fasciste, c'est-à-dire, et tous les commentaires de l'époque vont dans ce sens-là, on est écrasé, submergé, complètement quelque part un peu soumis à ce discours ce discours politique, quoi. Et donc à Paris, en 1937, donc vous savez qu'il y a une multitude de pavillons qui sont à l'initiative de groupes et de personnes différentes, mais finalement, le photomontage utilisé sous sa forme murale est quand même une forme très largement répandue. C'est-à-dire pas seulement dans les pavillons qui relèvent du gouvernement du Front populaire, puisqu'on est sous le Front populaire, et donc il y a une préférence qui est accordée pour effectivement des approches modernes, modernistes modérées, disons, mais dans le domaine du design et de l'architecture. Ici, vous voyez par exemple donc un pavillon extérieur, en plein air, avec une scénographie et des photomontages de Charlotte Perriand en collaboration avec Fernand Léger, qui montre très bien en fait ce changement d'échelle du photomontage à cette époque-là dans le contexte des expositions. Mais c'était loin d'être le seul endroit où on pouvait voir du photomontage en 1937. Le pavillon espagnol, scénographié par Josep Renau, illustre aussi très très bien cette tendance. Et finalement, c'est devenu une forme presque un petit peu banalisée. C'est ça aussi qui est intéressant quand on analyse les commentaires autour de l'exposition de 37. Il y a une certaine lassitude que je me suis intéressé à analyser, quoi. C'est-à-dire autant de personnes qui ont pu être des promoteurs du photomontage comme une technique révolutionnaire d'agitprop, au final, en 1937, vont dire bon là ça suffit, je pense qu'on est arrivé au bout de ce qui était possible de faire, on en a vu trop, et on n'est pas certain que ça soit vraiment si efficace que ça, parce que ça faisait partie quand même des présupposés qui guidaient l'usage du photomontage, l'idée d'un impact cognitif, quoi, quelque part psychologique. Et en 1937, on trouve que c'est finalement l'accumulation crée aussi une forme de lassitude, ce qui va quelque part amener un peu à la fin de cette histoire, c'est-à-dire à un renversement dans la culture graphique et photographique française, mais pas seulement, puisque en fait après, alors pendant la guerre c'est un petit peu compliqué, mais dans l'après-guerre, c'est vrai que le photomontage va devenir très suspect, et dans la presse illustrée, dans la presse d'actualité politique par exemple, on va plus du tout en trouver en fait. Ça va être la création de l'agence Magnum, l'idée quelque part de l'intégrité des photographes et des photographies en même temps, et donc finalement l'abandon de cette idée qu'on peut aller modifier, triturer, découper des images au service d'un discours. Ça a été finalement c'est devenu suspect, et finalement ça renaîtra sous d'autres formes autour de 68, mais c'est une autre histoire. Bon, acculturation,
suspicion et abandon. C'est un peu la conclusion de cette affaire. Mais je voudrais quand même vous poser une dernière question avant que de donner la parole à la salle, comme on dit. D'ailleurs, vous commencez votre livre, il y a un avant-propos, vous touchez du doigt cette chose-là. Qu'est-ce que le photomontage peut nous permettre d'essayer de comprendre de tout ce qui circule aujourd'hui dans le système médiatique, qui repose beaucoup sur des images, précisément, et beaucoup sur des images triturées, comme vous disiez, assemblées, associées à des éléments de texte, etc. C'est-à-dire que c'est aussi une espèce d'histoire technique qui est en train de se rejouer aujourd'hui. Alors je ne dis pas le photomontage des années 30 et puis ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, si on y va, c'est la même chose, mais qu'est-ce que l'expérience ou la connaissance, l'expertise que vous avez finalement du phénomène dans les années 30 peut nous permettre, peut nous donner comme outil pour comprendre ce dont nous sommes les spectateurs aujourd'hui? Oui, alors je me suis permis de mettre en illustration la couverture d'un numéro de revue que... C'est méta, c'est la réclame dans la réclame. Que j'ai co-dirigé avec Christine Huschke et Laura Truxa dans la revue Transborder. Alors, on avait appelé ça image composite, en essayant justement de montrer quelque part un peu l'histoire longue de ces pratiques d'agencement d'images, du photomontage jusqu'au numérique et même à l'intelligence artificielle, aux IA génératives, comme on les appelle maintenant. Mais en fait, c'est vrai que pendant la préparation de ma thèse et du livre, ce que j'ai surtout observé, c'est un certain rapport à l'image sur les réseaux sociaux qui me semblait avoir un certain nombre de points communs avec ce dont je parlais, c'est-à-dire ce qu'on appelle parfois les mèmes, des images virales, disons, mais qui repose aussi sur une pratique de l'agencement, du montage en amateur, et parfois à des fins vraiment d'agitation politique, très, très clairement en fait, et avec un même, quelque part, pas un mépris, mais une absence de considération pour l'origine des images. Ça, c'est aussi quand même un trait commun, c'est-à-dire, voilà, l'origine de la photo n'est vraiment pas déterminante. Enfin, ce qui est déterminant, c'est l'agencement qu'on en fait, texte-image ou plusieurs images entre elles. Et donc là, il me semblait qu'il y avait un rapport très fort aussi dans les modes de circulation, c'est-à-dire que le rythme des plateformes, des réseaux sociaux a quelque chose aussi de, comment dire, qui relève de la captation de l'attention, là où dans les années 30 on captait l'attention autrement. Mais bon, le parallèle avec les années 30, il est, comment dire, souvent fait et peut-être critiquable, mais en tout cas, il y avait quand même, de mon point de vue, une parenté entre des rapports à l'image à travers les époques. Et puis, voilà, j'ai un peu prolongé cette réflexion, toujours dans la même revue, avec mes collègues de Transborder, dans un autre numéro sur les photographies et algorithmes, parce que évidemment on est forcé de constater aujourd'hui les possibilités, disons, de manipulation au sens large offertes par l'IA, qui n'ont pas grand-chose à voir avec le photomontage d'un point de vue matériel et technique. Ça, c'est quand même, voilà, on n'est plus dans le montage. En fait, il n'y a même plus d'agencement d'images préexistantes, puisque, comme vous le savez peut-être, la génération algorithmique d'images ne procède pas par copie, elle procède par moyenne statistique. Donc on ne va jamais retrouver exactement la même image dans une production de l'IA. Mais des problèmes de consanguinité, on commence à parler de consanguinité d'images. Oui, alors ça c'est l'effet un peu rétroactif du fait que les modèles génératifs se nourrissent de productions eux-mêmes issues de... Enfin oui, ce qui peut amener à, je ne sais plus comment on appelle ça, une sorte de collapse, d'effondrement du modèle, du système. Mais donc en tout cas, moi j'accentue quand même beaucoup
quelque part la rupture qu'il y a entre ce qu'on vit surtout récemment, et la période des années 30, parce que les années 30, c'était le paradigme de la reproductibilité, théorisé par Walter Benjamin, et on est véritablement dans autre chose aujourd'hui, je pense. Inévitablement. Merci beaucoup. Alors, y a-t-il des questions? Oui. Moi j'ai une question, merci beaucoup pour votre présentation. Toutes ces images qui sont très manifestement manipulées, si on veut, fausses, montées, peu importe l'expression qu'on emploie, elles côtoient dans les magazines des images qui, elles, ne sont pas photomontées. Et ma question c'est, est-ce que ça change quelque chose dans toute la croyance sur l'authenticité de l'image photographique, la crédulité vis-à-vis de l'image, un peu sur ces questions-là? En tout cas, est-ce qu'il y a un discours qui est porté là-dessus? Parce qu'il y a toujours cette question d'affirmer que l'image dit le vrai, etc., qui commence à tomber un peu dans les années 30, mais qui est quand même sans cesse réaffirmée dans le reportage, etc. Oui, c'est intéressant de rappeler qu'il y a cette cohabitation, que effectivement, moi, mon intuition, mais là je ne vous réponds pas sur la base de sources précises, c'est que personne ne s'y trompe vraiment à l'époque, parce que les lecteurs sont quand même suffisamment habitués quelque part à ce type à la presse, pour voir qu'il y a des images qui ont un statut différent. Et que très souvent les photomontages ne sont pas utilisés pour la même chose que des photographies documentaires qui illustrent un reportage. L'opération de montage au sens large, elle est rarement dissimulée en fait dans ce contexte-là. On voit bien, les images elles sont très détourées, on voit les jonctions, c'est pour ça que j'insiste aussi quand même dans mon livre pour dire que c'est pas un livre sur le trucage. C'est comme David King en a fait un sur l'effacement par exemple de Trotsky dans la Russie stalinienne. C'est pas tout à fait sur cette question-là. Donc à mon avis, en fait la question de la tromperie, de la véracité du rapport de croyance, elle se situe pas au niveau où des photos se feraient passer pour de véritables photos, mais plutôt sur en fait le langage, la rhétorique. On fait parler les images et on peut mentir en faisant ça, mais on ne ment pas en faisant croire que la photo n'est pas manipulée. On ment par des éléments de langage et de rhétorique sur le fond lui-même. Oui, je crois que c'est ça. Et puis il y a une histoire du photomontage et du trucage. Je pense aux photos les crimes de la Commune de Jean Appert, donc on est en 1871, très, très tôt. Jean Appert, lui, il fait des trucages, mais on a des traces dans les sources de gens qui disent je vois que c'est truqué. Donc, on voit assez bien que c'est voilà, truqué. On voit assez bien que c'est truqué, mais ça veut dire que le trucage ne produit pas forcément un abus, et qu'il peut y avoir tout de suite en fait, une sorte de croyance, de méfiance. Mais le trucage, moi je pense que c'est vraiment pas comme ça que ça marche. D'ailleurs, ce qui ne veut pas dire que les images n'ont pas d'impact, parce qu'on le voit très bien encore sur les débats autour des caricatures. Oui, c'est un dessin, mais l'effet, il est là quand même. C'est l'envie d'y croire. Oui, et puis c'est ce qu'on dit à travers ça qui produit un effet. Donc vous pouvez faire un montage complètement invraisemblable, mais très choquant et dénigrant, infamant pour des personnes, et l'effet sera là, qu'on y croit, personne n'y croit, c'est pas la question. En fait, c'est ce qu'on dit à travers ça. Donc c'est vrai que pour moi, la parenté, elle serait plutôt avec effectivement des procédures de ce qu'on appelle parfois l'image infamante, puis la dégradation symbolique. Oui, et l'envie de croire à la dégradation symbolique. Voilà. C'est une adhésion idéologique. C'était plutôt... Non, allez. Non, puis après. Donc, j'ai été très frappée par
d'abord l'intérêt de vous inviter à l'Abysse, parce que justement votre souhait de vous inscrire dans l'histoire, alors qu'au départ, vous avez une thèse d'histoire de l'art, correspond bien à ce que nous, on recherche comme transversalité, comme écho entre les différentes disciplines. Et au-delà de l'histoire contemporaine, il y a un côté d'enquête historiographique, puisqu'il y a un problème de source aussi, si j'ai bien compris. Vous avez eu des difficultés à parfois à en trouver. Et j'ai été aussi extrêmement intéressée par ce qu'a soulevé Bertrand sur l'autorialité, et puis aussi la présence toujours quand même de productions anonymes qui veulent rester anonymes quand elles s'inscrivent dans un certain contexte. Et ça, en fait, on le voit à différentes époques. Et je trouve ça extrêmement aussi intéressant. Oui, tout à fait. Cette question de l'autorialité, elle est assez... Alors, venant de l'histoire de l'art, elle pose un point de vue particulièrement critique. Enfin, je veux dire, c'est une question assez cruciale, assez critique, parce que on est typiquement sur des productions. C'est pour ça qu'on peut parler aussi d'études de culture visuelle plutôt que d'histoire de l'art ou d'histoire visuelle aussi. Enfin, en tout cas, disons que à la fois finalement les objets, mais aussi les méthodes nécessitent de se déplacer un peu par rapport à cette identification quelque part des personnes et de regarder les imprimés pour eux-mêmes en tant qu'objet, en tant que production visuelle et symbolique. Et ça, pour moi, ça ouvre après tout un pan de recherche en fait sur l'histoire du graphisme, de la typographie, de l'imprimé, au-delà des grands noms. Et ça, c'est un peu ce que j'essaie de faire maintenant. Mais il y a beaucoup de choses à faire. C'est-à-dire que les livres, par exemple, sont des objets visuels fascinants. Voilà. Et pas seulement, même en tant qu'objet, quoi. Moi, je voulais savoir du coup si les auteurs ils arrivaient bien à se faire entendre par les personnes qui visent du coup les masses. Parce que si ça s'adresse à des gens qui pourraient être intéressés par le communisme, etc., c'est peut-être pas des paysans, des ouvriers, etc., et qui n'ont pas les moyens d'acheter des magazines, qui n'ont pas les ressources pour y penser en tout cas. Et du coup, peut-être c'était pas mieux les affiches pour ça. Oui, la question c'est à quel point ça touche vraiment les différentes catégories de population. Surtout à travers le magazine. Ouais. Alors les magazines, là pour le coup, je ne saurais pas vous dire très précisément ce que ça représente en termes de coûts. C'est une bonne question pour des gens qui n'ont pas beaucoup de revenus. Néanmoins, on voit quand même assez bien dans les photos et par différents indices que c'est des objets qui circulent et qui circulent assez bien, y compris dans les campagnes, puisque par exemple des revues comme Regard et l'AIZ allemand avaient des réseaux de colporteurs qui étaient chargés de relayer justement ces imprimés là dans des endroits un peu éloignés des grands centres urbains. Et donc il y a cette espèce de réseau de diffusion comme ça qui laisse supposer que il y a vraiment une volonté quand même de toucher le plus large possible. Alors après c'est sûr que c'était un certain coût d'être abonné à Regard ou autre, mais il y avait parfois des arrangements, enfin, justement par le biais de ces colporteurs qui pouvaient peut-être des fois, je sais pas, faire des promotions. En fait, on le sait, ça pour le coup, j'ai vu les archives des réseaux de colporteurs. C'est très intéressant parce qu'ils donnent des cadeaux. Par exemple, si on achète un numéro de Regard ou si on s'abonne, on va avoir l'almanach ouvrier paysan en cadeau. Enfin, et ça, pour le coup, cet almanach ouvrier paysan, j'ai pas eu l'occasion d'en parler, mais c'est un objet vraiment intéressant. Ça paraît tous les ans et c'est beaucoup plus diffusé encore que Regard. Là, c'est des centaines de milliers d'exemplaires. Et donc, vraiment, c'est des choses qu'on peut trouver chez des gens avec des revenus très, très modestes, je pense, à l'époque. Enfin, ça répond un peu ouais. Et puis, il y a la question de la lecture militante, c'est-à-dire la lecture collective à travers des structures de relais où
On n'est pas obligé d'être abonné soi-même, mais Voilà. la structure est abonnée, et puis c'est une lecture partagée. Oui, les objets peuvent circuler, et ça c'est quelque chose qui est avancé aussi par les éditeurs de l'AIZ, en disant, ils aiment bien se vanter de leur chiffre de publication, mais c'est 400 000, oui, mais ça c'est sans compter que chaque numéro est lu par 400 personnes. Évidemment. Et effectivement, C'est toute la différence entre le tirage et le lectorat, mais Voilà. la question elle se pose aujourd'hui, même pour un journal comme Le Parisien. On sait très bien que Le Parisien, au comptoir du café, voilà, c'est un exemplaire vendu pour potentiellement peut-être 500 lecteurs ou parcoureurs. Voilà, donc c'est toute la difficulté de statistiques et de chiffres stables dans cette affaire. D'autres questions? Est-ce que vous pourriez expliquer un peu au niveau de l'histoire des procédés, s'il y a une corrélation particulière justement avec ces années-là et tous ces photomontages qui sont arrivés, et de l'évolution au niveau des procédés d'impression, parce que ça c'est fait sans forcément de lien, et des techniques d'impression qui existaient déjà, mais juste des idées un peu artistiques qui sont allées vers cette idée du photomontage. Oui, mais j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure quand j'évoquais cette question de la photogravure, des procédés photomécaniques, parce que effectivement le recours par exemple à l'impression en héliogravure, qui n'est rentable que pour des tirages assez importants, offre aussi des possibilités graphiques de mise en page, ça me permet d'y revenir, qui sont assez riches et qui découlent vraiment de l'usage de cette technique pour le coup. Dans d'autres cas, on va plutôt utiliser, comme je l'expliquais avant, des clichés qui sont des blocs de plaques de cuivre gravées. Et là, c'est un petit peu plus lourd, vous voyez, c'est assez épais, c'est-à-dire qu'on a une plaque de cuivre qui est fixée sur un support en bois. Et donc, si on veut obtenir des formes autres que rectangulaires, il faut adapter la forme, c'est assez complexe à faire en fait. Ce qui fait que généralement ces clichés sont rectangulaires ou circulaires. Donc ça limite quand même énormément les possibilités d'agencement des fragments photographiques par rapport à ce qu'on peut faire en hélio et ce qu'on pourrait ensuite faire avec l'offset. Mais l'offset n'est pas encore vraiment utilisé à cette époque-là, ça sera vraiment plutôt dans l'après-guerre, à la deuxième moitié du XXe siècle. Mais si vous vous intéressez à ces questions, je vous incite à aller voir l'exposition à Nanterre parce qu'on a conçu des sortes de panneaux techniques, pédagogiques qui justement expliquent un peu chacun de ces procédés d'impression. Je voulais juste, en fait, c'est pas une question, c'est une remarque, parce que je suis pas du tout spécialiste de ce sujet. Mais vous disiez à quel point la photographie avait été utilisée comme un outil de propagande dès le début, vous parliez de la Commune. Mais il y a aussi l'affaire Buguet, la photographie Spirit de Buguet. Je ne sais pas si vous voyez, qui a été vraiment, Buguet c'était un photographe et qui était proche des milieux Spirit et qui a eu une boutique à Paris où les gens venaient se prendre en photo dans un contexte où il y avait eu beaucoup de morts effectivement après dans les années 70 avec la guerre contre la Prusse. Et en fait, c'était évidemment un trucage. Il y avait des espèces de mannequins qui mettaient en sous-impression. Donc, ça pouvait être un enfant. Il y avait aussi, c'était un contexte de mortalité infantile importante. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à son procès, en fait, lui, il s'est défendu il a dit qu'il rendait service aux gens, qui étaient malheureux et qui avaient besoin de repartir avec leurs photos avec la personne qu'ils avaient perdue. Mais il était quand même, il y avait Marie aussi, qui était le directeur de la revue Spirit, successeur de Kardec. Et on ne peut pas ne pas se dire que c'était quand même un gros coup de pub pour la revue Spirit d'avoir des photographies qui montraient que les esprits apparaissaient. Oui, c'est vrai, et ça me fait, comment dire, il y a une histoire du photomontage qui est un peu celle que je raconte là, qui est voilà, du côté du graphisme, des avant-gardes, mais il y a aussi tout un tas de manipulations photographiques de studios, effectivement, par même des photographes portraitistes commerciaux des 19e siècle qui ont produit beaucoup d'images composites. Voilà, on peut les appeler comme ça. Si la finalité, c'est pas l'imprimer, c'est un petit peu différent. Et on joue sur quand même l'idée que c'est une vraie photo, quoi. C'est censé être un enregistrement. C'est ça qui
marque un peu la rupture par rapport à ce dont je parlais ici. Les spirites prétendent toujours faire du bien. Hein. Tout à fait, il continue aujourd'hui. Hein. Ouais. Il y avait d'autres questions? Oui, il y a une question Une petite question plus sur ces photomonteurs-là, pour la plupart anonymes, quelle liberté ils ont dans les choix de composition, tous ces agencements, on leur donne des textes, ils ont des photos. Enfin, est-ce qu'il y a vous savez s'il y a des directives qui viennent d'en haut à un endroit ou... Pas vraiment. Là, pour le coup, on arrive un peu à l'endroit où on n'a pas de source. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui est imprimé, publié. On va avoir des sources très contextuelles, générales, sur des organisations. Mais à l'intersection de ces deux choses-là, j'avais un peu l'espoir de trouver ça au départ, hein, c'est-à-dire pouvoir rentrer un peu dans la fabrique, mais il n'y a pas de témoignage de ça, enfin, très très peu. Donc en fait c'est une pratique qu'on peut documenter que par déduction à partir du résultat et du contexte. Oui, parce qu'il y a une dimension verbale, lexicale très importante. Alors, ça c'est oui. Après sur le rapport au texte, c'est vrai que plus précisément, là on peut quand même identifier des façons de faire. Dans les rédactions de presse, c'est plutôt le texte est quand même primordial. C'est-à-dire qu'on peut supposer qu'on a effectivement des articles et puis on va demander quelque part aux maquettistes, c'est souvent comme ça qu'on les appelle à cette époque, de mettre en page et d'illustrer ces choses-là. Mais on voit aussi qu'il y a des fois c'est l'autre logique qui prime, c'est-à-dire d'abord l'image. Pour les couvertures en particulier, on voit que c'est des fois certaines photos qui, on peut le supposer, vont servir de déclencheur pour une composition, c'est-à-dire on va tomber sur une photo via une agence, un photographe ou dans une autre publication, et cette photo va servir de base à une composition qu'on va remonter de toutes pièces. En fait, là on va dire que c'est le critère de la photogénie en fait peut-être qui va jouer plus que la nécessité d'illustrer quoi que ce soit. Et puis il y a des formes mixtes. Là l'exemple sur lequel on est actuellement, c'est un numéro spécial de Vue qui est entièrement conçu par les graphistes. Enfin, il y a en collaboration avec un groupe d'économistes, puisque c'est un numéro sur l'économie planifiée, etc. Mais il n'y a pas de séparation entre texte et illustration. Tout est un peu mélangé. Et ça, c'est un exemple, à mon avis, assez intéressant de graphisme éditorial à cette époque-là, et d'une relation qui ne subordonne pas l'image au texte, par exemple. Oui, c'est presque l'infographie avant l'heure. Oui. Il y a un courant éditorial depuis quelques années, Napoléon en infographie, la guerre de 14 en infographie. On est presque dans ce système-là. Alors ça, il y en a énormément dans la presse de l'entre-deux-guerres, et souvent dans des variantes qui intègrent de la photo, du photomontage dans l'infographie, ce qui donne des choses, j'en ai montré quelques exemples, je crois, mais c'est pas ce qu'il y a de plus clair à comprendre, mais c'est très apprécié, notamment des maquettistes de Vue. Bien. On pourrait revoir une image où on voit Hitler aiguiser ses couteaux pour... Oui. Ah oui, c'est un fait. Je n'arrivais pas à lire la légende, je voyais végétarien. Je suis pas Alors sûre c'est d'avoir- oui, n'ayez pas peur, il est végétarien. Ah, c'est ça, voilà. Très bien lu. J'ai vu certains mots, mais pas tout. Voilà. Le coq français. Il doit avoir confiance. Voilà, c'est ça. Bon. Ben, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup.